Vous avez vu la multiplicité des perturbateurs endocriniens, je ne vais pas y revenir. La cancérogénèse, par contre, je vais détailler un peu, la cancérogénèse est un processus lent. Ça peut être initié très tôt, voire en prénatal, et ça c'est l'effet éventuellement initiateur par mutation ou mécanisme épigénétique, et se révéler tardivement après la puberté, ou parfois très tardivement, après 50 ans. Et ça, c'est l'effet promoteur, essentiellement dû à l'effet mitogène des œstrogènes. C'est aussi un processus multifactoriel, à la fois génétique. Bon, il y a des femmes qui sont à haut risque, comme BRCA1 par exemple. Il y a des facteurs compartimentaux et environnementaux. Donc, je me limiterai à certains facteurs environnementaux, et ceci complique énormément le travail des épidémiologistes qui doivent éliminer de nombreux facteurs de confusion dans l'espèce humaine pour définir le degré de responsabilité de chaque facteur. Enfin, il y a une grande hétérogénéité des cancers en fonction du tissu atteint. Et il est donc nécessaire de faire un choix. Je vous ai déjà dit, je ne traiterai que le cancer mammaire et que quelques perturbateurs endocriniens. Donc je me suis basé sur l'épidémiologie au début, pas uniquement sur mes études en culture de cellules. L'épidémiologie qui a suivi l'évolution de l'incidence des cancers pendant les 25 dernières années. Je me suis basé aussi sur mon expérience, un peu ancienne, de l'unité hormones et cancers de l'INSERM, sur le mécanisme d'action des œstrogènes, également sur le groupe de travail biacadémique médecine-pharmacie. On a travaillé pendant au moins 2 ans. Ça aboutit à une publication, et ce groupe de travail était intéressant, il y avait des avis divergents. Puis enfin, comme on est en 2016, j'ai complété par une revue récente de la littérature. Alors l'incidence des cancers depuis 1980 a varié très différemment selon le type de cancer. Là, j'ai été aidé par une épidémiologiste de Montpellier, je ne vais pas toujours à Paris, et également par l'INCa, par l'Institut de veille sanitaire, par Francim. Donc il y a certains cancers dont l'incidence diminue, on comprend en général pourquoi, et d'autres dont la fréquence augmente. Et ce qui est assez intéressant et qui nous interroge, c'est que ceux dont la fréquence augmente sont essentiellement des cancers hormonodépendants. La prostate chez l'homme, le cancer du sein chez la femme. Cette augmentation survient pour... Le pointeur, c'est ça, survient pour tous les... C'est ici. Pour tous les cancers et pour tous les âges, quel que soit l'âge. Il y a même un décalage d'augmentation de fréquence chez les plus jeunes femmes, un peu chez les plus jeunes hommes, bien que le cancer de la prostate est un cancer des gens âgés, et survient également pour le cancer des testicules, qui lui est un cancer des hommes jeunes, et je ne le traiterai pas du tout puisqu'il a déjà été évoqué par Bernard Gégaud. Quand on a regardé plus récemment si cette incidence, qui est quand même préoccupante, il y a certains qui parlent même d'épidémie, ce qui était excessif, à mon sens, car le rôle du dépistage pour le sein et pour la prostate n'est certainement pas négligeable.
Ceci dit, à partir du moment où on a baissé l'incidence des traitements hormonaux de la ménopause, on assiste à une diminution d'incidence du cancer du sein, alors que le dépistage continue à la même vitesse. Pour le cancer de la prostate, l'incidence a baissé beaucoup parce qu'on a émis des doutes sur la généralité du dosage du PSA chez les hommes. Alors, évidemment, la question essentielle qui se pose, c'est qu'il y a d'une part augmentation d'incidence de cancer hormonodépendant, d'autre part, il y a une augmentation de l'utilisation de beaucoup de perturbateurs endocriniens, dont beaucoup sont des œstrogènes ou des antiandrogènes. La question essentielle, c'est est-ce que c'est simplement une corrélation ou une causalité? Est-ce que certains perturbateurs endocriniens facilitent la cancérogénèse ici? Évidemment, il y a d'autres augmentations d'incidence de l'obésité, du diabète type 2 dont on parlera un peu plus tard et qui peuvent aussi jouer un rôle, puisque ce sont à peu près les mêmes facteurs de risque. L'obésité, le diabète type 2 et le cancer du sein, par exemple, sont à peu près les mêmes facteurs de risque. Alors, étant donné qu'il y a pas mal de temps qu'on a travaillé au laboratoire, j'ai quand même fait un petit recul en arrière, parce qu'il y avait à cette époque, dans les années 70-80, une controverse sur l'effet mitogène ou pas de l'œstradiol au niveau des cellules tumorales mammaires. Car la controverse était due au fait qu'il y avait une difficulté à reproduire in vitro sur les lignées cultivées en plastique et la facilité d'obtenir un effet mitogène sur les tumeurs mammaires chez les rats avec l'œstradiol. Donc, deux hypothèses majeures. Est-ce que les œstrogènes agissaient directement sur les cellules mammaires ou indirectement via d'autres cellules, mécanismes de feedback par exemple, ou le stroma. Donc, le problème a été réglé concernant les œstrogènes. C'est un effet direct et d'ailleurs c'est totalement cohérent avec le fait que quand on dose les récepteurs, on a une réponse aux anti-œstrogènes. Par contre, il n'est toujours pas réglé concernant les perturbateurs endocriniens, dont l'effet peut être indirect, surtout l'effet faible dose, que finalement on comprend mal. On ne comprend même pas du tout. Donc, on a abouti à la notion qui est admise, c'est que les œstrogènes sont des promoteurs de tumeurs en stimulant la prolifération de cellules déjà initiées. Voilà, donc ils stimulent, mais donc ils n'agissent qu'après la puberté et au bout d'un certain temps. Ça, c'est ce qu'on avait obtenu aussi aux microscopies électroniques. C'était vrai pour la plupart des cellules contenant des récepteurs, mais pas pour les cellules ne contenant pas ces récepteurs. Et cette publication que j'ai revue, du fait qu'on discute beaucoup maintenant de l'effet faible dose des perturbateurs endocriniens, c'est qu'en fait, les publications initiales, nos publications initiales, il y avait un effet maximum correspondant à l'affinité pour le récepteur œstrogène alpha, donc dans les zones nanomolaires, puis ensuite une baisse d'effet au point de vue prolifération pour les plus fortes doses. Ce qui n'était pas le cas quand on regarde un effet transcriptionnel, par exemple. C'est uniquement pour des effets prolifératifs. Donc j'ai un peu réfléchi sur les ensembles cancérigènes et beaucoup de toxiques cancérigènes, les ensembles perturbateurs endocriniens, les ensembles pesticides. Le message que je voudrais donner, et bien sûr ça dépend des définitions, c'est qu'effectivement il y a des perturbateurs endocriniens comme la génistéine qui est contenue dans le soja, qui à certaines concentrations protège plutôt qu'altère, ne sont pas nocifs. La majorité peuvent être nocifs, mais il y en a qui n'ont pas d'effet ou sont même protecteurs.
Je ne traiterai pas le problème des pesticides, y compris celui du glyphosate, qui pose des problèmes très importants en ce moment d'interdiction. Et je vais me limiter à 3 molécules, du fait de la difficulté du problème, étant donné que chaque molécule pose un problème différent. Je vais me limiter au distilbène, au bisphénol A, là où il y a eu beaucoup d'études finalement, et au DDT, qui a été beaucoup utilisé et qui est rémanent, qui est persistant dans l'environnement. Donc, vous voyez la formule de l'ostradiol avec ces 2 fonctions hydroxyle, le diéthylsébestrol 2 fonctions phénol, le bisphénol là aussi 2 fonctions phénol. Donc, il était tentant de penser que le bisphénol allait se comporter comme le distilbène, qui est un oestrogène fort, avec forte affinité pour le récepteur oestrogène alpha. Je dirai un mot sur le DDT également. Tous ces composés en général ont d'ailleurs des noyaux aromatiques. Et ils entrent assez bien, plus ou moins bien, je dirais, dans le site du récepteur oestrogène. Alors d'abord, je vais me débarrasser du DDT. On n'a pas du tout travaillé là-dessus, mais j'ai été intéressé par les polémiques successives qui existaient sur le DDT, qui a été largement utilisé, qui est maintenant interdit dans les pays occidentaux, mais qui continue à être utilisé car il faut lutter contre les moustiques et toutes les maladies qu'ils transportent. C'est le type de composé organophosphoré pour lequel il y a eu des controverses en fonction du temps. Dans un premier temps, à cause du fait que les oiseaux, dans certaines périodes, ne chantaient plus, il y a eu un livre là-dessus, les animaux se transformaient en femelles, il y avait donc un effet œstrogénique certain, et il y avait une augmentation considérable d'utilisation du DDT. Donc, ceci a été interdit en 1970 aux USA, c'est continué, on le continue dans certains pays qui sont très exposés, car le problème se pose déjà des produits de substitution qui soient aussi efficaces mais moins toxiques. Ensuite, il y a eu une période où les épidémiologistes sont entrés en marche et ont discuté et ont dit finalement, y compris les méta-analyses, il n'y a pas d'effet cancérigène sur le sein du DDT. Jusqu'en 2011, et c'est ça qui m'a assez amusé, ce sont 2 études d'une Californienne, Barbara Cohn, qui a déjà été citée ici, qui a suivi des cohortes, très grandes cohortes de femmes associées au dosage plasmatique d'exposition au DDT. À chaque fois, suivi de cohortes associées au dosage d'exposition, c'est certainement une chose totalement d'avenir et qui a proposé qu'il y avait un risque possible en pré- ou périnatal. La première étude, dont je veux peut-être aller assez vite parce que tout ça c'est assez compliqué, mais elle n'a pas été seule, cette Barbara Cohn. Ça a été confirmé par 2 autres études du Taïwan et ici, je ne sais plus quel pays, mais bon, ça a été confirmé. La première étude de Barbara Cohn a montré plusieurs choses. D'abord, elle a débuté en 1945, elle s'est terminée, cette étude, dans les années 2010, par une première publication, donc suivie de femmes, de 20 500 femmes exposées au DDT, mesure du DDT ou de son métabolite, car le DDT, qui est ici, diminue assez vite, mais pas le DDT est en rouge, diminue assez vite, mais pas le métabolite. Le métabolite s'accumule dans le milieu et dans la chaîne alimentaire. Donc il ne suffit pas d'interdire, ça peut continuer à agir. Donc cette étude a montré finalement que le risque de cancer du sein n'était observable que si les femmes ou les petites filles avaient moins de 14 ans, d'une part, donc pour les jeunes filles. Et de plus, elle était plus importante pour les fortes concentrations de DDT.
ce qui là n'est pas en accord avec les effets faible dose, entre parenthèses. Donc, des suspicions sur le risque de cancer du sein en fonction de l'âge de l'enfant au début de l'exposition. Deuxième étude, toujours de la même personne qui avait un certain dynamisme et savait où elle devait aller. C'est une femme californienne. Du début, toujours en 1945, et cette fois-ci, elle ne s'est pas contentée de suivre les femmes, les mères. Elle a suivi uniquement les mères en mesurant la concentration de DDT au sein métabolite, et elle a suivi le devenir chez les filles. Et il y a eu 118 cas de cancer du sein, donc après 54 ans, relativement précoce chez ces filles. Et elle a fait des contrôles appariés, c'est une étude cas témoin, pour éliminer d'autres causes possibles. Et elle est arrivée à la conclusion qu'il y avait 4 fois plus de cancer du sein chez les filles pour des taux élevés de DDT chez la mère. C'est relativement significatif d'après les statisticiens. Bon, ces cancers du sein sont hormonodépendants, récepteurs oestrogène et progestérone positifs. Et donc la conclusion, c'est que c'est l'exposition au DDT des femmes enceintes qui augmente le risque de cancer du sein chez les filles. Ça, c'est important, ça reste important, étant donné que dans l'environnement, il y a toujours du DDT et du DDE, y compris récemment à la télévision, on parlait de DDT chez les saumons et on comparait leur concentration dans divers types de saumons. Alors, par analogie structurelle, deux phénols, diéthylstilbestrol, où là, il y a une certitude, je reviendrai dessus, concernant l'effet cancérigène, et puis l'exposition actuelle et les débats actuels sur bisphénol A, qui n'ont pas tout à fait dans l'espace la même structure et qui surtout n'ont pas du tout la même affinité, étant donné que c'est de l'ordre de nanomolaire comme le stradiol normal, physiologique, tandis qu'ici c'est de l'ordre de micromolaire, 1000 fois plus ou plus de 1000 fois plus, au point de vue affinité. Donc le distilbène a donné quand même un certain nombre de leçons. C'est que d'une part, on pouvait passer de la femme, cette fois-ci on était parti de la femme, la pathologie de la femme, à la souris. Et pourquoi on a trouvé que c'était un cancérogène démontré chez la femme, c'est qu'apparaissaient des cancers tout à fait rares, des adénocarcinomes à cellules claires du vagin, qui étaient très rarement vus, et cela a attiré l'attention de certains gynécologues, publiés en 1970, que ça pouvait être la cause, que le distilbène pouvait être la cause de ce cancer, alors que le distilbène, à cette époque, était utilisé contre la stérilité. On pensait qu'on manquait d'œstrogène, les femmes manquaient d'œstrogène, et qu'il fallait leur en donner. Et le distilbène, au point de vue industriel, est beaucoup plus facile à synthétiser que le stradiol. Ensuite, ces études se sont étendues chez la souris. C'était intéressant de l'étendre chez la souris, parce que chez la souris, on a pu faire des invalidations de gènes. Donc, il a été démontré par Korak que la double inactivation du gène du récepteur oestrogène alpha supprime l'effet cancérogène. Donc, on a eu la preuve, c'est rarement qu'on a la preuve que la suppression, l'inactivation d'un gène supprime l'effet toxique observé. Les mécanismes, je ne reviens pas dessus, peut être génétique, épigénétique, c'est à l'étude. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont des mécanismes initiaux qui ensuite se révèlent grâce à l'effet promoteur des œstrogènes après la puberté. Il faut aussi les œstrogènes chez ces femmes. Donc c'est ce qui est représenté ici concernant la souris. Quand on traite une souris par un perturbateur endocrinien, on n'agit pas seulement sur la souris ou sur la femme, on peut agir en première génération, par exemple sur le bourgeon mammaire,
et en deuxième génération sur les gonades. Ceci a été démontré pour le distilbène, un effet transgénérationnel sur 2 générations. Alors, revenons au bisphénol A. Alors, produit en énorme quantité. Le bisphénol A lui-même n'est pas du tout toxique, puisque c'est le monomère qui permet la synthèse de plusieurs polymères, dont le polycarbonate ou des résines qui entourent l'intérieur des boîtes de conserve, et qui aussi est présent dans des plastiques, dans des récipients en eau en plastique, et qui ont été présents dans les biberons plastiques chez les enfants. Là, il y a eu une interdiction et un consensus total pour interdire chez les enfants ce type de biberon. Il agit également dans des ciments dentaires, et donc là, les dentistes n'ont peut-être pas encore trouvé la solution, sans parler des tickets thermiques qu'on a déjà évoqués. On remplace par autre chose, mais on ne sait pas si cette autre chose est meilleur que le bisphénol A. Donc, je vous ai déjà dit tout ça, savoir que c'est un polymère, il agit comme polymère. C'est le BPA libre, mais qui peut apparaître, par exemple, si on met des récipients plastiques dans un four à micro-ondes, à des pH extrêmes. Et une notion intéressante, c'est que l'inactivation du bisphénol A, et c'est par conjugaison avec des composés très polaires, le glucuronide en particulier, mais que ces enzymes de conjugaison et d'inactivation sont moins actifs chez le fœtus et le jeune enfant que chez l'adulte. Donc ils ont été dosés, ils sont dosables, et on en a tous dans le plasma, dans les urines, dans le liquide amniotique, donc c'est presque ubiquitaire, mais ça varie avec le type d'alimentation. Et ce qui attire l'attention, c'est que les doses retrouvées sont proches des doses retrouvées chez les rongeurs ou même les singes qui développent des lésions mammaires précancéreuses dans les études expérimentales. Donc par analogie, je voudrais dire qu'il faudrait essayer de diminuer au moins cette quantité de bisphénol A. Ici, je résume parce que certains m'ont dit, dont des amis très proches qui s'opposaient au fait qu'il pouvait y avoir un intérêt au bisphénol A, c'est que ça a été étudié par vraiment plusieurs équipes, essentiellement aux États-Unis et au Danemark, que les effets in vivo ont été observés en prénatal, donc, ou en périnatal chez le jeune enfant, et que ces effets sont bien sûr pas des cancers invasifs, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de recul, mais soit des hyperplasies, des atypies et surtout des cancers in situ. Donc un début de cancer, lésions précancéreuses. Ce qui est aussi intéressant, c'est que les effets faible dose ne sont pas retrouvés dans toutes les études. Pourquoi? C'est pas encore réglé. En ce qui concerne les effets faible dose, il y a eu plusieurs études de fait, c'est-à-dire qu'activité plus forte dans des concentrations qui sont incompatibles avec l'affinité pour le récepteur œstrogène, et puis ensuite diminution d'efficacité. Ceci est vrai pour le séminome étudié par l'équipe de Nice, ici, pour la prostate, et c'est vrai aussi pour les modèles mammaires développés quand on augmente la sensibilité au cancer mammaire. On voit qu'à faible dose, il y a plus d'efficacité sur le nombre, sur le volume de la tumeur ou sur l'importance des métastases. Donc le mécanisme de cette toxicité in vivo, on peut dire qu'il est quasiment inconnu. Et il y a beaucoup d'études qui vont se développer. Il est certainement différent de celui du distilbène à cause de l'affinité, à cause aussi du fait que
l'équipe qui travaille sur les cellules de Leydig, René Habert et son équipe, ont montré que les récepteurs oestrogènes KO sont insensibles à l'effet du bisphénol A sur ces cellules. Et donc ça peut agir sur d'autres récepteurs, ça peut agir sur d'autres cibles, d'autres protéines. On peut imaginer beaucoup d'hypothèses. Je pense que ça va nécessiter énormément d'études pour comprendre le mécanisme. Ce qu'il faudrait surtout savoir, c'est quelle est la cible moléculaire responsable au début pour pouvoir ensuite faire des études de produits de substitution et essayer de comprendre ce qui se passe in utero. Et là, c'est des études aussi plus difficiles à obtenir. Donc je dirais que les cibles moléculaires Vous êtes immédiates... dans le temps de discussion, là. Est-ce que vous souhaitez des questions? Je résume. Voilà, pour essayer d'approcher votre conclusion. Conclusion numéro 1. Il faut une convergence des trois approches. Les épidémiologistes, les gens qui travaillent en lignée et les gens qui travaillent in vivo chez les rongeurs. Il faut qu'il y ait une convergence pour que les gens soient d'accord sur la toxicité d'une part et sur les mécanismes d'autre part. D'autre part, dernière conclusion, je pourrais dire que certains perturbateurs endocriniens sont des co-carcinogènes à révélation tardive. Mais le degré de responsabilité peut être très faible. Ça dépend des autres facteurs. Et il y a beaucoup d'autres facteurs pour un cancer. Et il est vraisemblablement donc très faible pour chaque molécule d'isolement. Il peut être plus important si on additionne les perturbateurs ou si on considère les enfants et les femmes enceintes. Voilà, donc je pense que ce serait important de mieux comprendre de façon à développer des produits de substitution qui soient aussi pratiques et aussi efficaces, parce que dans chaque interdiction, il faut considérer l'effet positif, à quoi ça sert, et l'effet négatif, quelle est la toxicité possible. Voilà. Je remercie les gens qui ont participé. Je vous remercie. On a le temps pour 2 questions, s'il vous plaît. Il y en a une. Juste un commentaire, M. Rochefort. Vous avez justement signalé qu'il y avait bien d'autres facteurs responsables des cancers du sein, mais vous avez quand même omis le tabagisme. Je pense que ça, c'est quand même une des causes actuelles de l'augmentation de l'incidence de ces cancers. Tabagisme. Je n'ai pas bien compris la question. Non, je dis simplement, c'était un commentaire. Vous avez signalé à juste titre qu'il n'y avait pas que les perturbateurs endocriniens responsables de l'augmentation des cancers du sein. Et je dis que vous avez cité des facteurs, mais vous n'avez pas cité le tabagisme. Or, le tabagisme, c'est quand même maintenant reconnu comme un des facteurs, quand même. Surtout chez la femme. Surtout reconnu pour le poumon, mais pour les autres cancers aussi, j'ai lu que... Enfin bon. S'il vous plaît. Henri, la progestérone qui a été mise en cause dans les traitements substitutifs de la ménopause, qu'est-ce qui a été fait? Est-ce qu'il y a des perturbateurs endocriniens qui passent par la voie du récepteur de la progestérone, etc. On trouve quelque chose dans la littérature là-dessus? Ouais, ça, c'est une... D'abord, la progestérone n'est pas un perturbateur endocrinien, c'est une hormone. Il peut y avoir des progestatifs. Et donc, c'est une autre question dont on s'est occupé pendant longtemps, car il y a un paradoxe dans la mesure où certaines études in vitro montraient que les progestatifs ou la progestérone sont des anti-œstrogènes, mais que les études des THS, les études faites aux États-Unis, la Woman Health Initiative, montrait que la progestérone aggravait, au contraire. Donc le mécanisme, on ne l'a pas vraiment étudié à fond, et des perturbateurs à activité progestine-like, finalement, ils sont il y a peu d'études là-dessus. Donc voilà. Bien, je vous remercie. Merci.